On va enfin dire les choses telles qu'elles sont, parce que ça ne peut plus rester sous le tapis. La phrase a été prononcée par mon fils, debout, près de la fenêtre, sans me regarder. Elle a traversé la pièce, comme un courant d'air froid. Autour de la table, les visages se sont figés, prêts à écouter, prêts à juger. J'ai compris à cet instant précis que ce qui se préparait n'était pas une conversation, mais une mise à nu. L'héritage venait d'ouvrir une porte que la famille avait tenue fermée pendant des années. Je suis restée assise, les mains posées sur la nappe, attentive à ne pas les serrer. Mon cœur battait plus vite, mais mon esprit était d'une clarté presque douloureuse. Je savais déjà que ce qui allait suivre ne parlerait pas seulement d'argent. Cela parlerait de rancunes anciennes, de non-dits accumulés, de regards évités, trop longtemps. Tu as toujours voulu tout garder sous contrôle, a ajouté ma belle fille, avec ce sourire poli qui, depuis quelque temps, ne cachait plus grand à chose. Et maintenant que la question se pose, il faut être honnête. Honnête. Le mot a résonné comme une accusation. J'ai levé les yeux vers elle. Je l'ai vue droite, sûre d'elle, soutenue par les silences approbateurs. On attendait que je réagisse, que je me justifie, que je m'excuse presque d'exister encore au centre de cette histoire. Ils ont commencé à parler entre eux, comme si ma présence n'était plus nécessaire. On évoquait des sacrifices passés, des injustices ressenties, des frustrations jamais formulées. Chacun sortait une version des faits, soigneusement conservée, polie par le temps. L'héritage n'était plus une transmission à venir. Il devenait un révélateur brutal de ce que chacun avait gardé pour soi. Je les écoutais et, à mesure que les mots s'accumulaient, quelque chose se fissurait en moi. Pas ma dignité. Une illusion. Celle que je m'étais obstinée à entretenir. Croire que le silence protège. Croire que taire les tensions les empêche de grandir. Je découvrais, trop tard peut-être, que le silence les nourrit. Tu n'as jamais compris ce que ça nous faisait, a dit ma fille, la voix tremblante, mais ferme. Toujours décider seule. Toujours penser savoir ce qui est mieux pour tout le monde. Ah bien, cette phrase m'a coupé le souffle. Décider seule. Moi qui avais passé ma vie à composer, à attendre, à céder souvent, pour préserver l'équilibre. Moi qui avais mis de côté tant de désirs pour ne pas déranger. Je me suis sentie soudain, étrangère, à l'image qu'ils dressaient de moi. Une caricature commode, façonnée pour expliquer leur colère. La scène avait quelque chose d'irréel. Le salon familier ressemblait à une salle d'audience improvisée. Les regards se croisaient, les alliances se dessinaient, chaque mot semblait peser, comme si l'on avait attendu ce moment précis pour vider des tiroirs trop longtemps verrouillés. L'héritage avait servi de clé. Il avait réveillé ce que la famille cachait depuis des années. Ah, je n'ai pas parlé tout de suite, non par faiblesse, mais parce que je sentais que toute parole prononcée dans cette atmosphère serait déformée. On n'écoute pas pour comprendre quand on est venu pour régler des comptes. Alors je me suis tue, laissant leur voix remplir l'espace, consciente que ce silence à là serait interprété comme un aveu ou une fuite. À un moment, mon fils s'est tourné vers moi. Dis quelque chose. A-A-T, a-il dit. Pas une invitation. Une injonction. Prou. J'ai senti la brûlure monter dans ma poitrine. Cette brûlure ancienne, familière, celle de la honte injustifiée. Puis, presque aussitôt, un déclic. Clair. Net. Je n'avais plus à me défendre contre des reproches construits sur des années, de malentendus non affrontés. Je n'avais plus à porter seul le poids de ce qui n'avait jamais été dit. Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma voix est sortie sans faillir. Fou, si l'héritage vous oblige à dire tout cela aujourd'hui, alors il n'est pas le problème. Il est le révélateur. Un silence lourd a suivi. Pas un silence apaisé, un silence surpris. Je voyais dans leur regard qu'ils n'avaient pas prévu cette réponse. Ils attendaient des excuses, des regrets, peut-être même des larmes. Ils n'avaient pas anticipé que je puisse nommer ce qui se jouait réellement. Je n'ai rien ajouté. Je n'en avais pas besoin. Ce qui devait être compris venait de l'être, au moins pour moi. J'ai pris conscience, dans cet instant suspendu, que la famille que je croyais protégée par mon silence s'était construite sur des non-dits, prêts à exploser. Et que continuer à me taire, de la même manière, serait accepter d'en être la coupable, désignée. En quittant la pièce ce soir-là, j'ai senti le poids de toutes ces années de retenue se déplacer.
Il ne m'écrasait plus. Il devenait une lucidité nouvelle, exigeante, mais libératrice. L'héritage venait d'ouvrir une faille. Et dans cette faille, je voyais enfin la vérité. Ce n'était pas l'argent qui divisait la famille. C'était tout ce que nous avions refusé de regarder ensemble. Ce soir, seule dans ma chambre, j'ai compris que le silence qui m'avait protégé autrefois ne suffirait plus. Et que, pour la première fois, je devrais apprendre à me taire autrement ou à parler au moment juste. Avant que l'héritage ne fasse éclater ces paroles retenues trop longtemps, il y avait eu une vie patiemment construite sur l'idée que l'on avance mieux quand on évite les conflits. Mais j'avais appris très tôt à faire taire ce qui dérange, à lisser les angles, à croire que l'amour se mesure à la capacité de supporter sans bruit. Cette conviction m'a accompagnée comme une seconde. Je me souviens de mes débuts avec leur père. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions un accord tacite. On décide ensemble. On protège ce qui est fragile. On ne se sert jamais de l'autre comme d'un argument. J'aimais cette sobriété. Elle me donnait le sentiment d'un équilibre juste, même quand les choix étaient difficiles. Rien n'était parfait, mais rien n'était imposé. Quand les enfants sont arrivés, j'ai naturellement déplacé le centre de gravité. Je me suis mise en retrait pour que leur monde tienne debout. Je choisissais les compromis avant qu'ils ne deviennent des disputes. Je me disais que c'était cela, être mère. Anticiper, absorber, amortir. Je n'y voyais pas un sacrifice héroïque, plutôt une responsabilité tranquille. À mes yeux, la famille devait être un refuge, pas une arène. Les années ont passé ainsi. J'ai organisé, géré, prévu. J'ai tenu les comptes, réparé ce qui devait l'être, pris des décisions quand il le fallait. Et quand les enfants ont grandi, j'ai fait attention à ne pas m'imposer. Je voulais qu'ils se sentent libres. J'ai appris à me taire au bon moment, à attendre qu'on me demande, à ne pas donner d'avis quand ils n'étaient pas sollicités. Cette retenue était volontaire. Je croyais qu'elle serait comprise comme une marque de respect. Je n'ai pas vu tout de suite que ce silence s'installait autrement. Qu'il devenait une habitude confortable pour les autres. Quand on ne contredit pas, on finit par être contourné. Quand on cède, souvent, on est perçu comme une évidence. J'ai confondu la paix apparente avec l'harmonie réelle. D'autres, après la disparition de leur père, quelque chose a encore changé. Je suis devenu le pilier unique, sans l'avoir demandé. J'ai continué à avancer avec la même rigueur, persuadé que la constance protège. J'ai gardé mes papiers en ordre, mes décisions claires, mes projets ouverts, mais non pressés. L'héritage, pour moi, n'était pas un sujet d'urgence. C'était un temps à venir, qui se préparerait dans la parole et le respect. Mais autour de moi, les conversations ont pris un autre rythme. On parlait d'anticipation, de simplification, d'éviter les complications. Des mots raisonnables, prononcés, avec douceur. Je les ai entendus sans m'en inquiéter. Je pensais qu'il s'agissait d'une inquiétude passagère, d'un besoin de se projeter. Or, je n'ai pas perçu tout de suite la transformation plus profonde. Le passage de l'inquiétude à l'évaluation. Peu à peu, j'ai senti que l'on parlait de mon avenir comme d'un espace à sécuriser. Non comme d'un chemin que je choisissais encore. Les décisions étaient évoquées avant d'être discutées, les options présentées comme évidentes. Je continuais à répondre calmement, à demander du temps. Je pensais que le temps ferait son œuvre, qu'il apaiserait les tensions. Je n'imaginais pas qu'il nourrissait aussi des rancunes silencieuses. Avec le recul, je vois mieux ce que je n'ai pas voulu regarder. Chacun portait sa propre histoire, ses frustrations, ses interprétations. Ce qui n'avait jamais été dit s'accumulait. L'héritage n'a pas créé ces ressentiments. Il leur a donné une scène. Il a offert un prétexte légitime pour sortir ce qui était resté enfoui. Je croyais protéger la famille en évitant les discussions difficiles. En réalité, je laissais s'installer des récits parallèles, où mes silences devenaient des preuves, mes prudences des manœuvres, mes refus des attaques. On me prêtait des intentions que je n'avais jamais eues, parce que je n'avais pas pris le temps ou le courage de les contredire. La vie d'avant n'était pas une erreur. Elle était sincère, guidée par le désir de maintenir un lien. Mais elle portait une fragilité. L'idée que le non a dit préserve. Je découvrais maintenant qu'il peut aussi se transformer en charge explosive. Ce qui n'est pas nommé finit par chercher sa sortie, parfois de la manière la plus violente. Ce soir-là, après les premières paroles lancées comme des accusations, j'ai compris que le passé que je croyais partagé ne l'était pas vraiment. Chacun l'avait réécrit en silence.
Et l'héritage, en réveillant ces versions divergentes, révélait une vérité plus dérangeante encore. La famille n'avait pas caché des secrets, par malveillance, mais par peur de se confronter. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais elle a marqué un tournant. Je savais désormais que revenir à l'avant était impossible, que la retenue ne suffirait plus, et que si je voulais rester fidèle à moi-même, il me faudrait apprendre à faire autrement. Ne plus confondre le calme avec effacement, ni l'amour avec renoncement. Les premiers signes n'ont pas surgi avec fracas. Ils se sont insinués dans le quotidien comme une gêne diffuse, difficile à nommer, encore plus difficile à contester. Rien n'était ouvertement hostile. Tout se disait avec précaution, enveloppé de formules douces, de sourires contrôlés. Et c'est précisément cette douceur qui m'a longtemps désarmée. Au début, il y a eu ces phrases lancées comme des conseils. Tu devrais peut-être penser à te simplifier la vie. À ton âge, c'est normal de vouloir moins de contraintes. Je les entendais sans y répondre vraiment. Et je pensais qu'il s'agissait d'une inquiétude sincère, d'une maladresse affectueuse. J'ignorais encore que ces mots dessinaient déjà un cadre où ma volonté devenait négociable. Puis sont venues les décisions prises sans moi. Des démarches entamées pour gagner du temps, des rendez-vous déplacés, des échanges entre eux que l'on me résumait ensuite. On a avancé un peu, tu comprends? Je hochais la tête. Je voulais croire que l'initiative n'était pas une exclusion, mais une aide. Je me disais que cela n'engageait rien de définitif, que je restais libre de dire non. Le ton a changé subtilement. Quand je demandais du temps, on me répondait que le temps pressait. Quand j'exprimais une réserve, on me rassurait. Tu te fais trop de soucis. On est là pour toi. Ces phrases avaient un effet précis. Elles déplaçaient le problème. Ce n'était plus la décision qui était disputable. C'était ma perception. Peu à peu, j'étais invitée à douter de mon propre jugement. Il y avait aussi ces silences, plus lourds que les mots. Ceux qui s'installaient après mes refus polis. Ceux qui accompagnaient mes questions trop directes. Je sentais alors une tension invisible, comme si ma prudence était vécue comme une entrave volontaire. Rien n'était dit clairement, mais tout était ressenti. Un jour, au détour d'un repas, ma fille a plaisanté devant tout le monde. « Maman, tu as toujours aimé garder la main ?» Les rires ont suivi. J'ai souri moi aussi, par réflexe. Mais cette phrase m'a frappé plus tard, dans le calme. Garder la main. Moi qui avais passé ma vie à céder, à attendre, à m'effacer pour préserver l'équilibre. Cette inversion m'a troublée. On me reprochait maintenant ce que je n'avais jamais fait. J'ai commencé à observer davantage. Les regards échangés quand je parlais. Les phrases reformulées après mes interventions. Les décisions évoquées entre eux avant même que je sois informée. J'avais l'impression d'assister à des conversations dont je n'étais plus le centre, alors qu'elles me concernaient directement. Ce qui m'a le plus blessée, ce n'était pas l'autorité qu'ils tentaient d'exercer. C'était la manière dont elle était justifiée. Toujours au nom de l'amour. Toujours pour mon bien. Comme si aimer donnait le droit d'évaluer, de presser, de décider à la place de l'autre. Comme si la famille autorisait ce que personne n'oserait imposer dans un autre cadre. Je continuais pourtant à me taire. Par habitude. Par loyauté. Parce que je pensais encore que parler aggraverait les choses. J'avais peur de devenir celle qui complique, celle qui dramatise. Je voulais préserver l'image d'une famille unie. Même si cette unité commençait à se construire contre moi. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une solitude nouvelle. Pas l'isolement physique, mais cette sensation étrange d'être présente sans être reconnue. J'étais là, mais ma parole pesait moins. Mes choix étaient discutés avant d'être entendus. Mon silence devenait un espace où d'autres installaient leur certitude. Je n'ai pas encore mis de mots sur ce qui se passait. Mais je le sentais. L'héritage, à peine évoqué, avait réveillé des calculs, des comparaisons, des rancunes anciennes. Il faisait remonter à la surface ce qui avait été enfoui par politesse ou par peur de rompre l'équilibre. Ces petites humiliations, ces glissements imperceptibles, préparaient quelque chose de plus grave. Je l'ignorais encore, mais une ligne avait déjà été franchie. Et le jour où je le comprendrais vraiment, il ne serait plus possible de revenir à l'innocence d'avant. La goutte d'eau n'a pas été une dispute, ni une phrase trop dure. Elle a pris la forme d'un papier, posé là où je ne l'attendais pas,
Et c'est précisément cette banalité qui l'a rendue insupportable. Un matin, en cherchant un ancien relevé dans le secrétaire du couloir, j'ai ouvert un tiroir rarement utilisé. Entre des factures classées et des enveloppes jaunies, une chemise récente s'était glissée, trop nette pour appartenir au passé. Je l'ai ouverte sans méfiance. D'abord, des impressions de courriel, des échanges entre mes enfants. Mon prénom revenait souvent, mais jamais à la première personne. On parlait de moi. On évaluait. On supposait. On décidait. Puis j'ai vu un document plus structuré, rédigé avec un vocabulaire précis, presque administratif. Il ne portait ni en tête officielle ni signature, mais il était clairement pensé pour circuler. Et cette phrase, soulignée au stylo, a arrêté mon souffle. En cas de refus persistant de sa part, envisagez une solution alternative. Refus persistant, comme si mon droit de dire non relevait d'un trouble. Testa, solution alternative, comme si ma volonté pouvait être contournée par méthode. J'ai relu la phrase plusieurs fois, espérant y trouver une nuance qui m'aurait échappé. Il n'y en avait pas. Tout était clair. Ce document ne cherchait pas mon accord. Il organisait son absence. L'héritage n'était plus une transmission à venir, mais un problème à résoudre, et moi, l'obstacle principal. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas la question de l'argent. C'était la logique, l'idée qu'on pouvait planifier contre moi, tout en me parlant d'amour. Que l'on pouvait m'assurer vouloir mon bien, en préparant la manière de me dépasser. J'ai senti une colère lente, méthodique, s'installer. Pas de panique. Pas de larmes. Une certitude froide. Ce que je pressentais depuis des mois avait désormais une preuve écrite. J'ai continué à lire. Les dates correspondaient à des conversations précises, à des moments où j'avais demandé du temps, où j'avais exprimé des réserves. Chaque pas maintenant avait été transformé en argument. Ma prudence devenait un blocage. Mon silence, une permission. Je me suis assise, le papier posé sur mes genoux. La maison était calme. Trop calme. J'ai pensé à toutes ces phrases rassurantes, à ces sourires, à ces gestes qui semblaient bienveillants. Je comprenais enfin ce qu'ils recouvraient. Une stratégie douce, enveloppée de raison, destinée à m'écarter sans éclat. J'ai pris des photos de chaque page. Un geste précis, sans trembler. Puis j'ai tout remis exactement à sa place. La chemise, le tiroir, le secrétaire, rien ne devait trahir ma découverte. Une confrontation immédiate aurait été inutile. Elle aurait transformé ce plan en malentendu, cette organisation en inquiétude exagérée. Je ne devais pas offrir cet échappatoire. Le soir, à table, je les ai observés autrement. Les mots étaient les mêmes, mais leur poids avait changé. Les questions semblaient plus calculées. Les silences, plus lourds. Ils parlaient comme si de rien n'était, convaincus que le temps jouait pour eux. Ils ignoraient que quelque chose venait de se fissurer définitivement. Dans ma chambre, j'ai ouvert le carnet que je gardais depuis quelque temps, sans vraiment savoir pourquoi. J'y ai noté la date, l'heure, l'endroit précis où j'avais trouvé la chemise. J'ai recopié la phrase mot pour mot, sans commentaire, sans colère, des faits. Je comprenais instinctivement que, désormais, l'exactitude serait mon seul rempart contre la réécriture. Ce n'était plus une question de susceptibilité ou de malentendu familial. C'était une tentative d'éviction organisée. Une manière de transformer ma vie en dossier, mon consentement en formalité. Continuer à me taire comme avant aurait été accepter ce récit. Cette découverte a marqué un point de non à retour. Elle a transformé mes doutes en certitude. Je n'étais ni confuse ni excessive. Ce que je ressentais avait une forme, un langage, une méthode. Et face à une méthode, l'émotion ne suffit plus. Ce jour-là, sans éclat, j'ai cessé d'espérer un retour spontané à la considération. J'ai compris que l'héritage n'avait pas créé le problème. Il l'avait révélé. Il avait réveillé ce que la famille cachait depuis des années. Des rancunes muettes, des calculs dissimulés, des rôles assignés sans parole. En refermant mon carnet, j'ai pris une décision simple, intérieure, irrévocable. Je ne serais plus jamais absente des décisions qui me concernaient. Et si je devais encore me taire, ce serait désormais un silence choisi, préparé, prêt à parler au moment exact où il ne pourrait plus être contourné. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont été longues, immobiles.
traversée de pensées qui refusaient de se taire. Je restais allongé, les yeux ouverts, à écouter les bruits familiers de la maison, comme si chaque craquement portait désormais un sens caché. Le jour, je jouais encore mon rôle habituel. La nuit, je regardais la vérité en face. Je repassais la scène du tiroir, la chemise trop neuve, la phrase soulignée, je la revoyais avec une précision presque douloureuse. Ce n'était pas une trahison spectaculaire, mais une mécanique froide, rationnelle, pensée pour avancer sans moi. Cette lucidité nouvelle m'empêchait de dormir, mais elle m'empêchait aussi de me mentir. Je me suis demandé, plus d'une fois, si j'avais ma part de responsabilité. Si mon silence, ma retenue, n'avait pas ouvert la voie à cette prise de pouvoir, cette question me hantait. Non pour m'accuser, mais pour comprendre. Comprendre comment l'on passe, sans s'en rendre compte, du respect mutuel à la dépossession déguisée. Et je priais parfois, sans mots précis. Pas pour que la situation se répare miraculeusement, mais pour garder la tête claire. Pour ne pas laisser la colère prendre le dessus. Car je sentais bien que la colère, si elle m'envahissait, serait utilisée contre moi. Elle confirmerait ce qu'il semblait déjà penser, que j'étais émotive, fragile, excessive. Je refusais de leur offrir cette image. Dans ces nuits d'insomnie, j'ai commencé à écrire. Pas pour raconter une histoire, mais pour fixer des faits, dates, phrases exactes, moments précis. J'écrivais lentement, comme on trace un chemin sûr, dans un terrain instable. Chaque ligne me ramenait à quelque chose de concret. L'écriture devenait un appui, une manière de ne pas me perdre dans les interprétations. Je sentais aussi le tiraillement intérieur grandir. Une partie de moi voulait encore croire qu'un dialogue suffirait. Qu'en exposant calmement ce que j'avais découvert, tout pourrait s'apaiser. Une autre partie, plus lucide, savait que ce dialogue avait déjà été contourné. On ne prépare pas une solution alternative pour ensuite écouter sereinement un refus. Ce conflit intérieur était épuisant. Aimer ses enfants et devoir se protéger d'eux est une contradiction que l'on n'imagine jamais vivre. Je me sentais coupable d'anticiper, coupable de me défendre, coupable même de penser en termes de protection. Et pourtant, quelque chose de plus profond s'imposait. Je n'avais plus le droit d'être naïve. J'ai commencé à chercher des informations, discrètement, rien de spectaculaire. Des lectures, des articles, des sites officiels. Je voulais comprendre le cadre, savoir ce qui était possible, ce qui ne l'était pas. Non pour attaquer, mais pour ne plus être ignorante. L'ignorance m'avait rendue vulnérable. La connaissance, elle, me rendait plus calme. Je n'ai parlé à personne de cette démarche. Pas à mes amis, pas à mes enfants. Je gardais cette réflexion pour moi, comme on protège une braise avant qu'elle ne devienne un feu maîtrisé. Ce silence-là n'était plus une fuite. C'était une préparation. Peu à peu, la peur a laissé place à autre chose. Une détermination tranquille. Je ne ressentais plus le besoin de convaincre qui que ce soit. Je voulais simplement m'assurer que mes choix seraient respectés. Cette exigence ne me semblait plus excessive. Elle me paraissait élémentaire. Je repensais souvent à la femme que j'avais été, celle qui croyait que l'amour suffisait à tout régler. Je ne reniais pas cette version de moi-même. Elle avait fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Mais je n'étais plus cette femme-là. L'épreuve m'avait déplacée. Dans cette introspection forcée, j'ai compris que se battre ne signifie pas forcément s'opposer frontalement. Parfois, se battre, c'est s'informer, écrire, structurer, attendre le bon moment. C'est refuser la précipitation que l'on vous impose. C'est reprendre le rythme. Un matin, après une nuit particulièrement agitée, j'ai fermé mon carnet et j'ai respiré profondément. J'avais encore peur, oui, mais cette peur n'était plus paralysante. Elle était devenue une vigilance. Et dans cette vigilance, je sentais naître une certitude nouvelle. Je ne serais plus jamais surprise. La suite ne se ferait plus sans moi. La préparation n'a pas commencé par un geste spectaculaire, mais par une décision intérieure. Je n'allais plus improviser. Tout ce que je ferais désormais aurait une trace, un cadre, une cohérence. Je ne cherchais pas à piéger qui que ce soit. Je cherchais à me protéger, avec la précision tranquille de ceux qui ont compris que la clarté est une forme de force. J'ai pris rendez-vous avec un notaire un matin de semaine, à une heure où personne ne risquait de me croiser.
J'ai choisi un cabinet discret, recommandé par une connaissance lointaine, sans lien avec la famille. Cette distance m'importait. Je voulais un regard neutre, sans histoire partagée, sans loyauté implicite. Le jour venu, je suis arrivée en avance, mon carnet dans le sac, mes notes soigneusement ordonnées. Le notaire m'a écouté sans m'interrompre. Je n'ai pas raconté toute ma vie. J'ai exposé des faits, des dates, des intentions. J'ai parlé de mon désir de décider par moi à même, de fixer des limites claires, de prévenir toute interprétation abusive. Il n'a pas semblé surpris. Il a posé des questions précises, méthodiques. À aucun moment, il n'a remis en cause ma lucidité. Cette reconnaissance silencieuse m'a soulagée plus que je ne l'aurais cru. Nous avons évoqué les options possibles. La mise à jour de dispositions existantes. La rédaction de documents clairs. La manière de consigner mes volontés pour qu'elles ne puissent pas être contournées. Chaque mot avait son poids. Chaque choix impliquait des conséquences. Je ne me suis pas sentie pressée. Pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui donnais le tempo. En sortant du cabinet, j'ai ressenti une fatigue douce, mêlée d'un apaisement nouveau. Rien n'était encore finalisé, mais un cadre existait. Je n'étais plus seule face à mes inquiétudes. Elles prenaient une forme, un langage. Elles devenaient traitables. Les semaines suivantes, j'ai continué ces démarches sans rien laisser paraître. À la maison, je gardais la même attitude. J'écoutais, je répondais avec mesure. Je ne provoquais aucune discussion inutile. Ce masque de normalité n'était pas une tromperie, c'était une protection. Je savais désormais que la moindre émotion excessive serait interprétée comme une faiblesse à exploiter. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, à mon nom seul, pour y transférer progressivement certaines sommes. Pas par défiance, mais par prudence. Je voulais une autonomie, concrète, immédiate. Chaque opération était notée, justifiée, documentée. Cette rigueur me rassurait. Elle me rappelait que je pouvais encore agir avec méthode. J'ai aussi mis de l'ordre dans mes papiers personnels. J'ai relu des contrats anciens, classé des actes, vérifié des signatures. Certaines choses m'ont surprise. D'autres m'ont confirmé dans l'idée que la transparence n'est jamais acquise, même au sein d'une famille. Je ne cherchais pas des preuves contre eux, je cherchais des repères pour moi. Parallèlement, j'ai continué à écrire. Le carnet ne me quittait plus. J'y consignais les rendez-vous, les décisions prises, les phrases entendues, sans interprétation, sans adjectif inutile. Des faits, encore et toujours. Cette discipline m'aidait à rester ancrée, à ne pas me laisser emporter par l'émotion. Il y a eu des moments de doute, des instants où je me demandais si tout cela n'était pas excessif, si je n'allais pas trop loin. Ces pensées surgissaient souvent le soir, quand la maison retrouvait son calme. Je les laissais passer, puis je revenais aux faits, aux documents, à la phrase soulignée dans la chemise. Elle me rappelait pourquoi je faisais tout cela. Je n'ai parlé de ces démarches à personne, pas même à ceux qui auraient pu me soutenir. Je voulais garder la maîtrise du récit. Tant que tout n'était pas en place, le silence restait mon allié. Un silence différent, actif, structuré. Peu à peu, j'ai senti un renversement subtil. La peur reculait. À sa place s'installait une assurance tranquille. Je ne cherchais pas à gagner. Je cherchais à être respectée. Cette nuance changeait tout. Elle donnait à mes gestes une légitimité que je n'avais jamais revendiquée auparavant. La préparation n'était pas une guerre. C'était une mise à niveau. Une manière de rappeler, sans bruit, que ma vie ne se négociait pas à huis clos. Que mes choix méritaient d'être écrits, protégés, reconnus. Et dans cette organisation minutieuse, je retrouvais quelque chose de précieux. La sensation d'être à nouveau actrice de mon propre avenir. D'ailleurs, la confrontation n'a pas éclaté comme une tempête. Elle s'est installée dans un calme trompeur, presque feutré, parce que chacun croyait encore maîtriser la situation. Ils avaient fixé un rendez-vous, prétextant la nécessité de mettre les choses au clair. Ce genre de formule qui donne l'illusion de l'équilibre, alors qu'elle sert surtout à préparer un verdict. Nous étions réunis dans le salon, à la même place que tant d'autres fois. Mais cette fois, l'atmosphère n'avait rien de familial. Les dossiers étaient sortis, les voix mesurées, les regards calculés. J'ai compris qu'ils pensaient avoir avancé suffisamment, sans moi pour me présenter. Un fait accompli. Mon fils a parlé en premier.
Il a évoqué la complexité de la situation, la nécessité d'anticiper, le risque de conflits futurs. Il parlait, comme on plaide d'une cause déjà gagnée. Ma fille acquiesçait, ajoutant des nuances affectives, rappelant combien il se souciait de moi, combien il voulait éviter que je sois dépassée. Chaque phrase semblait soigneusement choisie pour me rassurer tout temps. M m'écartant. Je les ai laissés aller jusqu'au bout. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas protesté. Je les observais, attentive aux mots, au silence, au regard échangé. Ils attendaient une réaction, une objection émotive, une hésitation, quelque chose qui confirmerait leur lecture de moi. Quand ils ont enfin marqué une pause, j'ai posé l'essai. Mon fils a haussé le ton, évoquant des décisions prises dans leur dos. Cette aversion m'a frappée. Ceux qui avaient préparé des solutions sans moi se posaient maintenant en victimes de mon autonomie. Je les ai laissés parler. Puis j'ai dit une phrase que je n'avais jamais prononcée auparavant. Décider pour moi n'est pas me protéger. Cette phrase a coupé court aux arguments. Elle n'appelait pas de débat. Elle nommait simplement ce qui se jouait depuis des mois. Je voyais dans leur regard que quelque chose se déplaçait. Pas encore l'acceptation, mais la compréhension que le terrain avait changé. Ils ont tenté de reprendre la main, de proposer des ajustements, des compromis rapides. Je les ai écoutés, puis j'ai répondu que rien ne pressait, que le temps ne m'était plus hostile, que je n'étais plus disposée à décider sous pression, quelle qu'en soit la forme. Mais, à cet instant précis, j'ai senti le piège se refermer, non pas sur eux, mais sur l'illusion qu'ils entretenaient. Ils avaient cru que mon silence était une faiblesse. Ils découvraient qu'il avait été une observation, d'où une patience, une préparation. La réunion s'est terminée sans éclat. Pas de cris, pas de réconciliation non plus. Chacun a rangé ses papiers lentement, comme si tout avait soudain perdu sa cohérence. Ils savaient que quelque chose leur échappait désormais. Et moi, je savais que je venais de reprendre ma place. En refermant la porte derrière eux, je n'ai ressenti ni victoire ni amertume, seulement cette certitude calme. Le piège qu'ils avaient préparé ne s'était pas refermé sur moi. Il venait de se dissoudre, parce que j'avais cessé d'être la cible silencieuse qu'ils imaginaient. L'éclatement familial ne s'est pas produit dans l'instant qui a suivi cette confrontation. Il a commencé plus tard, dans les jours qui ont suivi, quand chacun a tenté de reprendre pied dans un équilibre qui n'existait plus. Rien n'était officiellement rompu, mais tout était déplacé. Les liens tenaient encore, comme des fils trop tendus, prêts à céder au moindre geste brusque. Ah, les messages ont changé de ton. Ils étaient plus rares, plus prudents, presque administratifs. On ne m'appelait plus spontanément. On prenait des nouvelles à distance, comme si l'on avançait sur un terrain devenu glissant. J'observais ce changement sans y répondre immédiatement. Je n'avais plus besoin de remplir les silences. Ils faisaient désormais partie du processus. Entre eux, je le sentais, quelque chose se fissurait. Les certitudes partagées se transformaient en soupçons. Celui qui avait proposé telle idée se retrouvait soudain accusé de l'avoir imposée. Les responsabilités se redistribuaient. Les alliances se redessinaient. Mais ce qui avait été pensé comme un projet commun devenait un fardeau que chacun cherchait à poser ailleurs. Ma fille tentait parfois de renouer, par des paroles plus douces, presque hésitantes. Elle parlait de malentendus, de tensions accumulées, de fatigue émotionnelle. Je l'écoutais sans l'interrompre, mais je ne me précipitais plus pour apaiser. Je savais maintenant que réparer trop vite revient souvent à masquer ce qui doit être regardé. Mon fils, lui, s'est fait plus distant. Il semblait blessé dans son orgueil, plus que dans son affection. Ses silences étaient plus lourds que ses paroles. Je les respectais. Je n'essayais plus de deviner ce qu'il attendait de son idée. Moi, cette attente, je l'avais portée trop longtemps. La famille, qui s'était transformée en tribunal, se fragmentait désormais en récits concurrents. Chacun racontait l'histoire à sa manière, en atténuant ce qui le mettait en cause, en soulignant ce qui l'arrangeait. Je n'ai corrigé aucune version. Les faits étaient ailleurs, consignés, encadrés. Je n'avais plus besoin de plaider ma cause. De mon côté, je continuais à vivre simplement. Les journées reprenaient une cadence plus lente, plus personnelle. Je marchais longtemps, parfois sans destination précise. J'écrivais. Je relisais mes notes. Je laissais les émotions passer sans les juger.
Cette solitude nouvelle n'était pas une punition. Elle était une transition. Il y a eu des moments de doute, des soirs où l'absence de bruit me paraissait trop lourde, des instants où je me demandais si tout cela en valait la peine. Puis, je repensais à la chemise, à la phrase soulignée, à la stratégie préparée sans moi. Et la clarté revenait. Ce que j'avais fait n'était pas une rupture gratuite. C'était une limite nécessaire. Peu à peu, un changement plus subtil s'est opéré. Une forme de respect revenait, par touches discrètes, dans certaines phrases plus mesurées, dans des silences moins chargés. Il comprenait, même sans le dire, que je ne reviendrais pas à la version d'avant, que je n'étais plus disposée à être l'élément souple d'un équilibre qui me dépossédait. Je ne cherchais pas à accélérer une recomposition. Les relations véritables demandent du temps. La confiance, quand elle a été déplacée, ne se restaure pas par des gestes symboliques. Elle se reconstruit dans la durée, ou elle s'efface. J'acceptais cette incertitude, sans tenter de la combler. Dans ce retrait volontaire, je retrouvais une cohérence intérieure que je croyais perdue. Je n'étais plus sommée de prouver ma lucidité, ni de justifier mes choix. Je les vivais. Et cela suffisait. Je découvrais une forme de liberté discrète, mais profonde, celle de ne plus être constamment en réaction. L'éclatement familial n'était pas une fin définitive. C'était une mue, une période inconfortable, nécessaire, où chacun devait regarder ce qu'il avait projeté sur l'autre, où les rôles assignés perdaient leur évidence. Je n'étais plus la mère qui absorbe, qui arrange, qui répare en silence. J'étais une femme qui choisit quand parler, quand écouter, quand se taire. Et dans ce calme fragile, parfois vacillant, je sentais naître quelque chose de nouveau. Pas une victoire, pas une revanche, une stabilité intérieure, enfin alignée. Je savais que la suite viendrait, sous une forme ou une autre. Mais quoi qu'il arrive, je ne retournerai plus dans la salle d'audience familiale. J'en étais sortie sans fracas, avec cette certitude tranquille. Se retirer n'est pas fuir, quand c'est la seule manière de rester entière. La nouvelle vie n'a pas commencé le jour où j'ai fermé la porte derrière eux. Elle s'est installée plus tard, par petites touches, quand j'ai cessé d'attendre que quelque chose arrive de l'extérieur. Après l'éclatement, après les silences réorganisés, il y a eu ce moment inattendu où je me suis rendu compte que personne ne me demandait plus de choisir pour eux, de réparer pour tous, de tenir l'équilibre à bout de bras. Ce relâchement m'a d'abord laissé démunie, puis il est devenu une respiration. Là, j'ai réappris à habiter mes journées, à les remplir sans justification, me lever sans urgence, sans message à anticiper, sans rendez-vous à négocier. Prendre le temps d'un café, d'une marche, d'une page lue jusqu'au bout. Ces gestes, autrefois secondaires, devenaient essentiels. Ils n'étaient plus des pauses entre deux obligations familiales. Ils formaient le cœur d'une vie qui m'appartenait à nouveau. J'ai commencé par transformer mon espace. Rien de spectaculaire. J'ai déplacé un meuble, donné des objets que je gardais par fidélité, plus que par désir, ouvert des tiroirs qui n'avaient plus de raison d'être. Clos. Chaque étui était une décision silencieuse. Ce que je garde, ce que je laisse partir, ce que je choisis de transmettre plus tard. Mettre de l'ordre autour de moi revenait à en mettre en moi. La maison respirait différemment, moi aussi. Je marchais beaucoup, longtemps, sans destination précise. La marche avait cette vertu simple, elle laissait les pensées se déposer sans les forcer. Je ne revivais plus les scènes passées pour y chercher des répliques, manquées. Je ne réécrivais plus les dialogues. Le passé cessait peu à peu de réclamer des réponses. Il devenait un paysage traversé, non un tribunal intérieur. Les relations autour de moi se sont ajustées naturellement. Certaines se sont éloignées sans heurts, comme si elles ne tenaient que par une proximité d'habitude. D'autres, plus inattendues, ont pris de l'importance. Une voisine avec qui partager un thé. Une amie ancienne, retrouvée presque par hasard. Des échanges simples, sans enjeu caché, où je n'avais pas besoin de me défendre, ni de prouver ma lucidité. Cette simplicité m'a rappelé que le lien n'a pas besoin de se compliquer pour être vrai. Avec mes enfants, le lien subsistait, mais il n'occupait plus la même place en moi. Je ne guettais plus leurs appels. Je ne mesurais plus mes décisions à l'aune de leur approbation. Quand nous parlions, je restais attentive, présente, mais je ne me rendais plus disponible à tout prix. Cette distance nouvelle n'était pas un rejet.
C'était une limite claire, posée sans colère, une frontière qui protégeait ce que j'avais reconquis. Il m'est arrivé de ressentir une nostalgie douce à amère, celle d'une famille telle que je l'avais imaginée, où l'on vieillit sans être évalué, où la transmission se fait dans la confiance et le respect. Je n'ai plus fui cette tristesse. Je l'ai accueillie comme une forme de lucidité. Elle ne m'enfermait plus. Elle me rappelait simplement ce que j'avais cessé d'attendre. J'ai appris à aimer la solitude choisie. Non comme un isolement, mais comme un espace de vérité. Être seul ne signifiait plus être en attente. Cela signifiait être entière. Je pouvais penser sans interruption, décider sans justification, changer d'avis sans culpabilité. Cette autonomie retrouvée n'était pas bruyante. Elle s'installait dans le quotidien, discrète et solide. Je me suis aussi autorisée à projeter à nouveau. Pas de grands plans, des intentions simples, un voyage court, une activité reprise, des rencontres décidées par envie, non par devoir. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne se présentait plus comme un problème à gérer, mais comme un espace ouvert, à mon rythme. Cette nouvelle vie n'avait rien d'extraordinaire aux yeux des autres. Elle était faite de routines modestes, de plaisirs simples, de silences habités. Mais intérieurement, elle marquait un basculement essentiel. Je n'étais plus définie par ce que je donnais, ni par ce que l'on attendait de moi. J'existais pour moi à même, dans une continuité enfin respectée. Je comprenais alors que ce chemin, je l'avais longtemps repoussé par loyauté, par peur de blesser, par attachement à une image de la famille que je voulais préserver à tout prix. En l'empruntant tardivement, je ne trahissais rien. Je réparais quelque chose de fondamental. Mon droit à une vie qui ne soit pas conditionnée par le pouvoir des autres. La nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle n'était tournée contre personne. Elle était tournée vers ce que je voulais protéger. Ma paix, ma clarté, ma dignité. Et dans ce calme retrouvé, je sentais se construire une certitude, douce mais solide. Je n'avais rien perdu en reprenant ma place. J'avais simplement cessé de la négocier. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette histoire ne demandait pas de conclusion spectaculaire. Il n'y avait pas de scène finale à rejouer, pas de verdict à prononcer à voix haute. Ce qui devait être réglé l'avait été, non pas dans l'affrontement, mais dans la réappropriation silencieuse de ma place. En regardant en arrière, je ne vois plus seulement la blessure. Je vois le chemin. Longtemps, j'ai cru que tenir bon signifiait encaisser. Que rester digne voulait dire se taire. Que préserver la famille exigeait de dissoudre ses propres contours. J'ai confondu la patience avec l'effacement, la loyauté avec la soumission douce. Ce malentendu m'a coûté des années de retenue inutile, de doutes intériorisés, de paroles ravalées. Ce que l'héritage a réveillé n'était pas seulement des tensions familiales. Il a révélé une manière de penser l'amour comme un droit de regard, un droit de contrôle, presque un droit d'ingérence. Aimer devenait décider pour l'autre, sous couvert de protection. Vieillir devenait une justification pour être évalué, pressé, parfois contourné. Cette dérive, je l'ai vue clairement trop tard, mais je l'ai vue. La loi, dans ce parcours, n'a jamais été une arme de vengeance. Elle a été un cadre, une respiration. Elle m'a rappelé que la volonté ne se présume pas, qu'elle s'exprime, se consigne, se respecte. Elle m'a offert un langage neutre, là où l'affect brouillait tout. Grâce à elle, je n'avais plus besoin de convaincre, ni de prouver ma lucidité. Elle existait, tout simplement. Aujourd'hui, mes relations avec mes enfants continuent, mais sur un autre registre, plus lent, plus prudent, parfois plus fragile, mais aussi plus honnête. Je ne joue plus le rôle de celle qui absorbe pour maintenir une harmonie factice. Je suis une femme qui choisit quand être présente, quand se retirer, quand parler. Ce choix n'est pas une rupture, c'est une tenue. Il reste des silences entre nous. Je ne cherche plus à les remplir. Certains sont nécessaires, d'autres sont encore chargés. Peut-être qu'un jour, certains se transformeront en paroles plus justes. Peut-être pas. J'ai accepté que tout ne se répare pas. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une lucidité paisible. Si je devais adresser un message à celles et ceux qui se reconnaissent dans mon histoire, ce serait celui-ci. Se protéger n'est pas trahir. Mettre des mots, des cadres, des limites, ce n'est pas rompre l'amour. C'est lui refuser de devenir un instrument de pouvoir. La dignité n'a pas besoin de cris. Elle a besoin de constance,
de précision et parfois de silence. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Je me suis retrouvée. J'ai retrouvé le droit de décider de mon temps, de mes biens, de mes silences. Cette reconquête n'a pas fait de bruit. Elle s'est faite dans la durée, dans l'attention aux détails, dans une vigilance calme que je croyais réservée aux autres. Aujourd'hui, je regarde l'avenir sans urgence. Ce que je transmettrai le sera au moment que j'aurai choisi, dans les termes que j'aurai fixés. Et ce que je garde encore me m'appartient pleinement, sans justification, sans calendrier imposé. Je n'ai plus à me défendre d'exister. Mon silence n'est plus une absence. Il est une position. Une frontière claire. Une fidélité à moi-même. Le silence peut aussi être une forme de justice.